Comment Warren Buffett achète de l'argent à rabais? Alors, imaginez que vous vous promeniez dans votre concessionnaire automobile préféré. Vous lorgnez sur une voiture fiable, solide, dont vous connaissez parfaitement la valeur. Et c'est important. Vous connaissez parfaitement la valeur. 30 000 euros. C'est le prix affiché. C'est le prix juste. Donc, le lendemain, vous revenez chez le même concessionnaire et vous remarquez que le concessionnaire en question, pris de panique à cause d'une rumeur sur la météo ou bien d'une mauvaise humeur passagère, ça peut arriver, il a barré les prix. Enfin, il a barré le prix par rapport au modèle qui vous intéresse. La même voiture avec le même moteur et les mêmes sièges est affichée à 15 000 euros. Que faites-vous? Réponse A. Vous fuyez en courant, persuadé que la voiture est soudainement devenue toxique. Ou la réponse B. Vous sortez votre chéquier avec un grand sourire, conscient de faire l'affaire du siècle. Dans la vie réelle, tout le monde choisit la réponse B. C'est logique. Mais en bourse, la majorité des gens choisissent la réponse A. Pourquoi? Parce que les investisseurs confondent deux notions que tout oppose, le prix et la valeur. C'est ici qu'intervient le concept le plus puissant, le plus intéressant, ou bien l'un des plus fondamentaux d'ailleurs, pour moi, en matière d'investissement, et un concept pourtant très simple. Ce concept-là, c'est le value investing, ou l'investissement dans la valeur. Donc, Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, a utilisé une allégorie très intéressante pour expliquer ce phénomène. Le fameux monsieur le marché. N'est-ce pas? L'investisseur intelligent. Regardez en description de la vidéo. Vous avez 2 chapitres à lire. Si vous êtes sur cette chaîne, vous voulez absolument lire ces 2 chapitres. Surtout si vous faites du stock picking de manière générale. Donc, revenons sur monsieur le marché. Imaginez que vous êtes propriétaire d'une entreprise avec un associé nommé monsieur le marché. Chaque jour, monsieur le marché frappe à votre porte pour vous proposer de racheter vos parts ou de vous vendre les siennes. J'ai bien dit chaque jour. Le problème, c'est que monsieur le marché est maniaco-dépressif. Les jours où il est euphorique, il ne voit que du soleil à l'horizon et vous propose un prix astronomique pour vos parts. Les jours où il est déprimé, il ne voit que la faillite et vous propose de vous vendre ses parts pour une bouchée de pain. L'investisseur value, c'est une chose fondamentale, à savoir l'entreprise ou la réalité économique de l'entreprise ne change pas aussi vite que l'humeur de monsieur le marché. Je répète, la réalité économique de l'entreprise ne change pas aussi vite que l'humeur de monsieur le marché. Donc, l'objectif n'est pas de prédire l'humeur de votre associé, mais d'attendre patiemment qu'il fasse une erreur de calcul. Comme l'a si bien dit Warren Buffett, le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. Et il est très important pour nous de payer un prix inférieur à la valeur. Et donc, le cœur de cette stratégie repose sur un concept d'ingénierie appliqué à la finance, la fameuse marge de sécurité. Si vous construisez un pont capable de supporter des camions de 10 tonnes, vous ne le construisez pas pour résister exactement à 10 tonnes. Non, vous le construisez pour en supporter 30. Pourquoi? Pour absorber les imprévus, l'usure, les erreurs de calcul. En matière d'investissement, c'est la même chose. Si vous estimez, après analyse des bénéfices, des actifs, qu'une entreprise vaut intrinsèquement 100 euros par action, disons, l'afficher à 95, enfin, même pas l'afficher, l'acheter à 95 euros, ce n'est pas de l'investissement value, c'est risqué. Mais l'acheter à 60 euros vous offre une bonne marge de sécurité. Ça vaut 100, je l'achète à 60. Attention, vous pouvez choisir la marge que vous voulez. Hein. Vous pouvez même choisir l'acheter à 50, disons, ou à 70, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut une marge de sécurité assez suffisante. Parce que, même si votre estimation de la valeur était légèrement fausse, et ne vous inquiétez pas, le chiffre n'est jamais extrême, il n'est jamais vrai, il est
Soit il sera au-dessus de la valeur ou en dessous de la valeur. Et on veut toujours être, disons, moins disant par rapport à la valeur. Donc, même si votre estimation de la valeur était légèrement fausse, ou si l'entreprise traverse une période difficile, cet écart entre le prix payé et la valeur réelle vous protège. Et croyez-moi, toutes les entreprises vont traverser des périodes difficiles. C'est ce coussin qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles quand la bourse s'agite. Et moi, mon but, c'est de dormir sur mes deux oreilles. Donc, pour comprendre comment cela fonctionne, dans le monde réel, bien sûr, remontons un tout petit peu dans le temps. Disons en 1963. Je sais pourquoi je prends cet exemple-là. C'est l'exemple parfait de la psychologie value en action. Et vous pouvez prendre un parallèle avec certaines entreprises aujourd'hui, pour ne pas juste les citer. American Express, par exemple. Nous sommes en 1963. Et American Express est alors une entreprise respectée. Mais soudain, elle se retrouve impliquée dans un scandale rocambolesque. Une filiale d'Amex avait certifié des stocks d'huile de salade qui n'existaient pas. D'accord? J'ai bien dit une filiale d'Amex. Il y avait plusieurs compartiments dans cette entreprise-là à une certaine époque. Et donc, une de ces filiales avait certifié des stocks d'huile de salade qui n'existaient pas. Donc, en fait, elle a dit que oui, on a vu les stocks, ça existe. Donc, vous pouvez prêter de l'argent à cette personne parce qu'on a vu ça. Non. Ils ont certifié quelque chose qui n'existait pas. Parce que les réservoirs n'étaient pas, les réservoirs en question étaient remplis d'eau de mer avec juste un peu d'huile flottant au-dessus. C'est ce qu'on a appelé ici le fameux salad oil scandal. Vous avez déjà enfin, mon anglais n'est pas parfait, mais on s'en fout un tout petit peu. Je vais prendre ça ici. Mettons American Express, juste pour vous remettre les choses dans le contexte. On prend Amex, salad oil scandal. Boum. Vous allez retrouver ça sur Internet. Je vous encourage à aller lire dessus, etc. OK? Donc, revenons-nous à ce qui nous concerne. Donc, nous sommes en 1963 et il y a à peu près ce problème-là au niveau d'Amex. Et il faut considérer une chose, c'est que la fraude était massive. Les pertes potentielles pour Amex sont colossales. La réaction du marché, la panique totale. Parce que c'est quand même une question de réputation. D'accord? C'est un peu comme avec les fameuses entreprises de notation de crédit pendant la crise de 2008. D'accord? Vous avez certifié que ça vaut A alors que ça valait moins que triple C. D'accord? Ou bien ça ne valait rien du tout de manière générale. Ou bien la note, la qualité des titres en question était de type A. Bref, je vous encourage à aller voir ça ici. Mais c'est une question de réputation. Parce qu'on se dit, s'ils ont fait une erreur à ce niveau-là, s'ils ont certifié quelque chose qu'ils n'ont même pas pu vérifier, combien d'autres exemples il y a ici? Et je rappelle que c'est une filiale d'Amex. Donc la fraude est massive, les pertes potentielles pour Amex sont colossales. La réaction du marché, c'est la panique totale. Donc l'action s'effondre de 50%. Les journaux prédisent la fin de l'entreprise, comme d'habitude. C'est là que Warren Buffett entre en scène. Au lieu d'écouter le bruit médiatique, il va sur le terrain. Il se poste à côté des caisses enregistreuses dans les restaurants et les magasins. Il observe les clients. Que voit-il? Les gens continuent de payer avec leur carte verte American Express. Le scandale financier n'a rien entaché de la confiance des utilisateurs dans le produit en lui-même. Le moat ou l'avantage concurrentiel de la marque est toujours intact. Et Buffett a compris deux choses. Le prix avait chuté à cause de la peur. La valeur intrinsèque de l'entreprise, à savoir sa capacité à générer du cash flow à long terme de manière stable et croissante, était toujours là. Il a investi 40% de son portefeuille dans American Express. C'est devenu l'un des investissements les plus rentables de sa carrière, multipliant sa mise par plus que 10. Et on donnait même 10, en réalité, je ne connais même pas à peu près. Enfin, on pourrait y retrouver ici les informations, mais voilà. Il a acheté quand personne n'en voulait. Et c'est comme ça avec Coca-Cola. Parce que j'aime bien quand on va regarder le portefeuille de Warren Buffett, c'est bien de dire qu'il a acheté ci, il a fait... On s'en fout en fait. On veut savoir pourquoi est-ce qu'il a acheté. OK? Et vous allez voir American Express. Bon, selon l'historique de Dataroma, parce qu'il a acheté depuis très longtemps, disons qu'on est même en 2006, c'est 60. Ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, on est à
332 aujourd'hui. Et si vous prenez en considération les dividendes, etc., franchement, la performance est juste très bonne. Ensuite, vous avez des entreprises comme Coca-Cola. Allez vous poser la question de savoir à quel moment il a acheté du Coca-Cola. Quelle était la problématique? Il y avait toujours un problème. À chaque fois qu'il achetait une entreprise, il y avait un problème. Moody's, il a acheté à quelle période? Il a supporté toute la crise, toute la baisse de 2008, etc. Mais il a gardé les actions jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres entreprises. On pourrait citer... Il y en a plusieurs. En fait, il achète toujours des entreprises qui ont un problème temporaire. Ça ne veut pas dire qu'il aura forcément raison à tous les coups. Encore que le but n'est pas d'avoir raison tout le temps. C'est de profiter au maximum quand on a raison. Regardez, dernièrement, il a pris du Google. Il y a quelque temps, c'était la fin du monde, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui que ça va peut-être intéresser certaines personnes. À $100, personne n'en voulait. Aujourd'hui, à 300, tout le monde en veut. C'est devenu subitement, elle n'est plus en retard par rapport à l'IA. Elle n'a jamais été en retard. Au contraire, je pense même qu'elle avance lentement par rapport aux autres et c'est mieux comme ça. Demain, le modèle de ce que OpenAI va proposer sera peut-être mieux que celui de Gemini. Et ça, c'est même pas le problème. Le problème, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas. Google peut rester insolvable. Enfin, pas rester insolvable. Disons la division. Ils peuvent perdre de l'argent sur l'IA pendant plus longtemps que OpenAI. Parce qu'ils ont les poches profondes. OK? Donc, Warren Buffett a compris deux choses. Le prix a chuté. Et la chute ici était due à la peur. Et le deuxième élément ici, c'est que la valeur intrinsèque de l'entreprise n'avait pas changé. Et il en a profité massivement. Donc, si c'est si simple, pourquoi tout le monde ne le fait pas? C'est une question qu'on devrait tous se poser. Bien, c'est une question que tu te poses sans doute. Eh bien, parce que le value investing exige une qualité humaine très, très rare. La patience. Dans un monde qui célèbre les gains rapides, les crypto-monnaies qui font du X100, les quantum computing, je ne sais pas quoi, qui font du X100 ou bien du X10 en une journée ici, oui, en une nuit, ainsi que les actions technologiques à la mode, l'investisseur value ressemble à une personne qui regarde l'herbe pousser. Il ressemble à une personne qui regarde la peinture sécher. Il faut parfois attendre des années avant que le marché ne reconnaisse la véritable valeur d'une entreprise sous-cotée. Donc, il faut être capable de voir son action stagner. Je dis bien capable de voir son action stagner ou baisser tout en restant confiant dans son analyse fondamentale. Et cette partie est très importante. Tout en restant confiant au niveau de son analyse fondamentale. C'est le business qui doit nous intéresser. Le marché dit que l'entreprise est morte. OK. Pour le moment, les chiffres ne le montrent pas. Pour le moment, à chaque fois qu'on sort un rapport trimestriel, les informations sont bonnes. Et on me vend ce truc à 10 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que je vais hésiter? Évidemment, peut-être que je pourrais avoir tort. Les choses pourraient changer très rapidement dans 5 ans, 10 ans, je n'en sais rien. Mais pour le moment, ça vaut la peine. La probabilité que je gagne de l'argent est très élevée. Pourquoi la négliger? Donc, la patience est une discipline de fer. C'est refuser de courir après des objets brillants pour se concentrer sur les fondamentaux concrets. Le cash flow, les actifs tangibles, la résilience du modèle d'affaires. Et donc, s'il faut retenir quelque chose parmi tout le bavardage qu'on a eu tendance à faire en date d'aujourd'hui, l'investissement dans la valeur n'est pas une technique de trading. C'est une philosophie de gestion des risques. OK? Et je vais vous donner quelques essentiels ici pour votre propre parcours. Premièrement, l'action n'est pas un billet de loterie. C'est une part de propriété dans une entreprise réelle. Traitez-la comme telle. Quand vous avez une action, quand vous achetez une action, vous êtes propriétaire. Ou bien vous êtes copropriétaire si vous voulez. Donc, quand j'achète une action de LVMH, j'ai le droit d'aller aux assemblées générales. J'ai le droit de poser des questions au PDG. Lui dire, mais je ne suis pas content, qu'est-ce que tu as fait ici? Pourquoi tu fais ça? Où est-ce que tu vas? Je me comporte comme un propriétaire d'entreprise. Parce que je le suis. Et donc, en tant que propriétaire, la moindre des choses, c'est déjà de comprendre de quoi on parle. Et deuxième point, il faut rechercher les soldes. Votre objectif n'est pas d'acheter des dollars votre objectif est d'acheter $1
à 50 centimes ou 1 euro à 50 centimes. Donc, la différence entre le prix et la valeur, c'est votre profit futur. Ne l'oubliez jamais. Vous pouvez déjà savoir aujourd'hui si vous allez gagner de l'argent demain juste par rapport à votre prix d'acquisition. C'est à ce moment-là que ça se construit. Troisième point, la marge de sécurité, c'est la clé. N'achetez jamais sans une protection contre vos propres erreurs d'analyse. Et il y en aura. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et le quatrième point ici, soyez contrariant. Donc, les meilleures opportunités se trouvent souvent là où les autres ont peur d'aller. Quand moi, je me lève le matin, vous savez ce que j'aime bien? C'est d'aller regarder la liste des 52, le 52 week low. J'adore ça. Parce que, en fait, j'ai toujours trouvé des opportunités à l'intérieur. Quand je regarde ça c'est le S&P 500, l'entreprise qui a le plus perdu sur les 52 dernières semaines, c'est TTD, de The Trade Desk Company. Pour moi, quand je regarde, je comprends le problème. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, vous avez Fiserv. Je comprends le problème. Ça pourrait être intéressant. Vous avez Gardner. Même chose. Decker Outdoor. Même chose. Alexandria Real Estate qui a réduit son dividende de 45% ici aujourd'hui, mais il me semble que dans le dernier conference call, ils avaient fait une allusion à cela. D'accord? Donc, ce n'est peut-être pas surprenant de le voir en date d'aujourd'hui. Et ce n'est pas une mauvaise décision parce que nous sommes dans une industrie, après j'en ai parlé tout le temps, on est dans une industrie où il y a une surcapacité que le marché n'arrive pas à absorber, tout simplement parce qu'il y a un sous-financement ici des entités, des startups biotech dans la biotechnologie ici, parce que la plupart du cash est allé vers l'IA, ou également parce qu'il y a des craintes par rapport au prix des médicaments, ce genre de choses. Pour moi, je considère que c'est une situation temporaire, parce que quand tu vas regarder les actifs de cette compagnie, la façon dont la dette est structurée, il y a de fortes chances que la dernière à mourir soit celle-là. Ensuite, vous avez des entreprises comme TPL. Bon, le prix des TPL, je n'étais pas déjà d'accord bien avant, donc est-ce que je suis surpris? Ça pourrait être intéressant, ça va encore plus bas que ça. UNH ne va pas mourir. CMG, j'aime pas les entreprises ici qui vendent. Et en fait, CMG, vous savez déjà que dans le domaine de la... Enfin, si vous avez lu les notes d'analyse sectorielles, qui sont uniquement disponibles aux abonnés du Top Premium Infinity, vous savez que dans ce domaine-ci, en date d'aujourd'hui, la valeur est très importante parce que le consommateur n'a pas d'argent. Le rapport qualité-prix est très important pour lui. Il va avoir quelque chose de bien, mais en payant moins. Donc, les entreprises qui vont s'en sortir, vous les connaissez, ce sont les McDo. FDS, ça va aller. Baxter, ça va également aller. GPN, ça va aller. Comcast, attention. On va peut-être attendre la séparation. Adobe, ça va aller. Copart, ça va aller. Bref, je pourrais faire ce jeu-là la plupart des entités ici parce que le but avant tout, c'est de comprendre dans quoi est-ce qu'on investit. Par exemple, Poolcorp, c'est une très belle entreprise. Mais ce qui lui arrive aujourd'hui est parfaitement normal et c'était déjà prévisible depuis très longtemps. D'accord? Elle a gagné beaucoup d'argent par rapport à la pandémie. Maintenant, on revient à une certaine normalisation. Et même avec la normalisation, en prenant en considération l'avant-pandémie et ce qu'on rapporte aujourd'hui, on est quand même sur une croissance. Mais au lieu de gagner 1,50 $ sur toute cette période, elle en a peut-être gagné 10. Elle ne peut pas continuer à gagner 10 tout le temps. Il faut qu'elle revienne à peu près aux alentours de 1,50 $ avant de continuer. Mais par rapport à ce qu'elle fait, elle est très bien positionnée pour du long terme. Bref, on pourrait faire ce jeu-là toute la journée ici. Et ça revient toujours à la même chose. Le prix est différent de la valeur. Donc, au niveau de la valeur, ça prend en considération le business model, le secteur d'activité, les perspectives de croissance, le management même de manière générale, qui est très important. OK? Donc, en conclusion ici, le marché boursier est un mécanisme formidable pour transférer de l'argent des personnes impatientes aux personnes patientes. Et j'espère que vous faites partie de la deuxième catégorie. Parce que je sais que la deuxième catégorie, il y a de fortes chances qu'on gagne beaucoup. La probabilité pour qu'on gagne à long terme est très élevée. Donc le value investing ne promet pas de vous rendre riche mardi prochain. Il ne vous offrira pas de frissons quotidiens.
Mais il offre quelque chose de bien plus précieux, à savoir une méthode rationnelle pour bâtir une richesse durable basée sur la réalité économique des entreprises et non sur les caprices de la foule. Et donc la prochaine fois que la bourse chute, ou bien la prochaine fois que vous entendez qu'une entreprise a fait moins 50%, ne demandez pas combien ai-je perdu. Demandez-vous quelle magnifique entreprise est enfin en solde aujourd'hui. Nous, on adore le rouge. Et je pense que la plupart d'entre vous êtes en phase d'accumulation. Vous avez des entités devant vous sur lesquelles on vous dit, par exemple, oh, c'est la fin du monde. Il y en a eu dans le passé, n'est-ce pas? Je prends juste l'exemple des personnes qui sont peut-être en France. Vous avez eu du Euronext à une époque, n'est-ce pas? Personne n'en voulait ici. Et aujourd'hui, tout le monde est surpris. Vous avez eu du V4. Aujourd'hui, c'est Edenred, n'est-ce pas? Comme quoi, c'est la fin du monde. En fait, sur Edenred, je vais vous poser une question, c'est simple. Si on coupe littéralement les tickets resto, il reste quoi? Il n'y aura pas des manifestations dans la rue demain? Évidemment, le modèle d'affaires, voilà, si les commerçants payent de plus en plus ou ce genre de choses, ça peut être problématique parce que c'est quand même leur marge. Mais ce n'est pas une entreprise qui va mourir. Ce n'est pas une entreprise qui va mourir. En tout cas, à l'état actuel des choses, non. Et la régulation est même un avantage pour ce type d'entité parce que ça rend difficile l'entrée sur ce marché-là. Bref, on pourrait continuer à parler jusqu'à demain matin. Le but aujourd'hui, c'est que vous compreniez que votre objectif à long terme, c'est d'acheter une entreprise qui vaut 1 dollar à 50 centimes et de la garder aussi longtemps que les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs vont dans votre sens. Je n'ai pas parlé du prix de l'action, hein, parce que le prix de l'action est là pour vous servir. On a déjà fait des vidéos par rapport à ça. OK? Il faut penser long terme. Et commencer à penser long terme, c'est déjà avoir le bon tempérament. En tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations nécessaires pour les gens qui veulent penser long terme sont en description de la vidéo. Pour les autres, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.